Je n'ai jamais voulu des milliards. Je voulais elle. Mais la vie en a décidé autrement, me forçant à choisir entre l'amour et l'héritage. Pendant 15 ans, j'ai gardé notre histoire enfermée, à l'abri des gros titres et des colonnes à scandale. Aujourd'hui, je suis enfin prêt à vous parler de Sarah, la femme qui valait plus que tout mon empire. Depuis ma suite au dernier étage, au 97e, j'observe un nouveau lever de soleil peindre la ligne d'horizon de la ville en nuances dorées. 15 ans, et cette vue me coupe toujours le souffle, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Chaque matin, alors que je me tiens ici avec mon café, mon esprit dérive vers elle et ce minuscule appartement que nous partagions autrefois, où notre seule vue était un mur de briques et nos rêves. Les journaux financiers me qualifient de génie des affaires. Forbes estime ma fortune à 48,2 milliards de dollars. Je suis l'homme qui a révolutionné le stockage de l'énergie propre et l'a rendu accessible aux pays en développement. Mon entreprise emploie plus de 100 000 personnes dans 43 pays. De l'extérieur, je vis le rêve, la définition même du succès. Mais le succès a une façon bien à lui de réécrire votre histoire. Dans chaque interview, on me demande quel a été mon moment d'inspiration, ce déclic qui a tout changé. Ils veulent entendre parler de nuits blanches passées au labo ou d'une révélation soudaine. Je leur donne ce qu'ils veulent, un récit soigneusement construit, parfait pour la presse. Mais la véritable histoire derrière tout ça, c'est elle, Sarah, la femme que j'ai laissée derrière moi, ou peut-être celle qui m'a laissé, selon la version que vous choisissez de croire. Voyez-vous, ma plus grande innovation n'a pas été une percée technologique. Ce fut apprendre à vivre avec un choix qui me hante chaque matin, alors que je regarde le soleil se lever sur une ville qui connaît mon nom, mais pas mon cœur. Le choix entre l'amour et l'héritage, entre la femme qui croyait en moi avant tout le monde et l'empire que nous rêvions de bâtir ensemble. 15 ans. Voilà combien de temps j'ai gardé cette histoire pour moi, loin des gros titres et des ragots. Non pas par honte, mon Dieu non, mais parce que certaines choses sont trop précieuses pour être transformées en simple appât à clic. Certains souvenirs méritent mieux que de devenir une énième mise en garde sur le prix de l'ambition. Mais aujourd'hui, alors que je tiens cette tasse de café, la même ébréchée de nos années d'université, celle que je n'arrive pas à remplacer, je suis enfin prêt à tout vous raconter. Pas la version édulcorée validée par mon équipe de communication, mais la vérité brute, sans phare, sur l'amour, l'ambition et les choix qui nous définissent. Restez avec moi pendant que je vous révèle comment un choix a changé de vie à jamais et pourquoi certains secrets valent la peine d'être gardés, même au prix de milliards. Parce que ceci n'est pas seulement mon histoire, ni même celle de Sarah. C'est celle de nous tous, de tous ceux qui se sont un jour trouvés à la croisée des chemins de leurs rêves, forcés de choisir entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent devoir faire. Et peut-être, juste peut-être, en partageant cela, quelqu'un, quelque part, évitera de faire la même erreur que moi. Car la vérité, c'est que j'échangerai chaque centime, chaque accomplissement, chaque couverture de magazine, juste pour revenir à ce moment-là, cet instant précis où tout a basculé. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous ramener au début. C'était un mardi pluvieux d'octobre, lorsque j'ai rencontré Sarah pour la première fois. Pas lors d'un événement mondain ou d'une conférence prestigieuse, mais dans un café universitaire délabré, où la machine à expresso soufflait comme si elle rendait son dernier souffle. J'étais enseveli sous mes manuels d'ingénierie, épuisé par 4 heures de sommeil et déjà à mon troisième café. Ou du moins, ce qu'ils osaient appeler ainsi. Elle était la barista qui dessinait des schémas de circuit dans la mousse de mes lattes. Ton système de distribution de café pourrait être optimisé, m'a-t-elle dit un matin, en glissant ma commande habituelle. Et là, sous mes yeux, un croquis parfait d'une cafetière plus efficace, tracé dans la mousse. Voilà Sarah, toujours en train d'imaginer comment améliorer les choses, de réparer ce que les autres se contentaient d'accepter. Elle était étudiante en ingénierie mécanique, jonglant entre 3 emplois pour financer ses études. Moi, j'étais l'étudiant boursier aux grands rêves, mais aux poches vides. Nous avons commencé à parler d'innovation, de changement. Pas de manière vague et idéaliste comme le font la plupart des étudiants. Non, nous étions précis. Nous passions des nuits entières à griffonner des idées sur des serviettes tachées de café, à débattre d'efficacité énergétique et de matériaux durables. Elle avait cette capacité à voir le potentiel entier de mes idées inachevées,
avant même que je n'ai fini de les formuler. Dans ses yeux, mes rêves n'étaient pas juste des rêves, ils étaient des plans pour l'avenir. Notre premier rendez-vous n'était pas un dîner aux chandelles. C'était une expédition dans les bennes derrière le bâtiment d'ingénierie, à la recherche de matériel abandonné. Nous avons construit notre premier prototype dans son minuscule studio, en assemblant des pièces de 6 appareils cassés. C'était un désordre magnifique, plein de promesses. Quand il a fonctionné pour la première fois, elle m'a embrassé sur le champ, alors que nous étions couverts de graisse et de brûlures de soudure. Ce baiser avait le goût de la victoire et des possibles infinis. Nous étions fauchés, mais intrépides. Sarah travaillait le matin au café, l'après-midi à la bibliothèque du campus et les week-ends dans un garage automobile. Moi, je donnais des cours de physique et faisais du codage en freelance la nuit. Chaque centime disponible était réinvesti dans notre projet. On vivait de nouilles instantanées et de rêves de révolutionner le monde. Pas pour l'argent, même si on en fantasmait aussi, mais parce que nous croyons sincèrement pouvoir faire une différence. L'idée qui est devenue plus tard ma multinationale, valant des milliards, elle n'était pas seulement la mienne. Elle est le née de ces nuits blanches, de la façon dont Sarah challengeait mes hypothèses, de son aptitude à voir des angles que j'avais ignorés. Nous étions plus que des partenaires, ou même des amants. Nous étions les deux moitiés d'une même vision. L'univers des technologies adore le mythe du génie solitaire, mais la vérité est plus chaotique, plus belle et bien plus douloureuse. Avec le recul, je réalise que nous avions ce que beaucoup cherchent en toute leur vie. Cette fusion parfaite entre connexion intellectuelle et chimie brute, entre rêves partagés et compétences complémentaires. Nous ne faisions pas qu'élaborer un prototype, nous construisions un futur, ensemble. Du moins, c'est ce que nous pensions. Si je ferme les yeux, je peux encore sentir ce mélange de café et d'huile de moteur qui nous suivait partout. Je peux entendre son rire lorsque nos expériences échouaient spectaculairement. Je peux sentir la chaleur de sa main sur la mienne, alors que nous dessinions des améliorations jusqu'au lever du jour. Nous étions jeunes, brillants et invincibles. Nous avions tout, sauf de l'argent. Et c'est là qu'ils sont arrivés. Ces investisseurs qui allaient tout changer. Ceux qui ont vu le potentiel de notre idée, mais qui n'ont vu ce potentiel qu'en moi. On dit que les plus grands moments de la vie se déguisent souvent en jour ordinaire. Ce mardi soir de juin ressemblait à n'importe quel autre, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je me tenais dans une salle de conférence élégante, 50 étages au-dessus de la ville, fixant une feuille de conditions qui allait changer ma vie à jamais. 10 millions de dollars en financement d'amorçage. Le genre d'argent qui pouvait transformer notre prototype d'un simple rêve en réalité. Mais il y avait un piège. Il y a toujours un piège. Nous investissons en toi, Alex, ont-ils dit, leurs mots précis et rodés. Pas dans une équipe, pas dans un partenariat, juste toi. Ils avaient fait leur vérification, expliquait-il. Le passé de Sarah, la faillite de sa famille, les échecs professionnels de son père, étaient trop risqués. Ils voulaient une histoire propre, un fondateur unique, qu'ils pouvaient façonner à leur image du succès. Ils m'ont donné 48 heures pour décider. Je me souviens être rentré chez moi, hébété, la feuille de conditions brûlant un trou dans ma poche. Sarah était dans notre laboratoire de fortune, perfectionnant le système de refroidissement qui nous donnait tant de fil à retordre. Son visage s'est illuminé en me voyant, puis s'est assombri en lisant mon expression. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, tournant en rond, cherchant une issue qui n'existait pas. Nous pouvons trouver d'autres investisseurs, a-t-elle dit, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Nous essayions depuis des mois. Nos économies étaient épuisées, nos cartes de crédit au maximum. C'était notre seule chance. L'ironie ne m'échappait pas. Notre grande opportunité était précisément ce qui nous brisait. Sarah comprenait la réalité des affaires. C'est ce qui me tuait le plus. Elle était là, calme et rationnelle, expliquant pourquoi je devais accepter l'offre. Ce qui compte, c'est la technologie, disait-elle, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Elle pourrait aider des millions de personnes. Nous ne pouvons pas la laisser mourir à cause de nous. Mais je voyais la douleur derrière son pragmatisme, l'avenir qu'elle voyait s'effondrer. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai fait le choix noble, que j'ai refusé l'argent, choisi l'amour plutôt que l'ambition. Mais la vie n'est pas un roman d'amour. Quand on a 24 ans, qu'on est fauché et qu'on tient entre ses mains la chance de changer le monde,
La noblesse ressemble à un luxe inabordable. J'ai signé les papiers le lendemain matin. Sarah était partie le soir même. Pas de drame, pas d'adieu en larmes, juste un appartement vide et un mot disant « Fais en sorte que ça en vaille la peine ». 3 mots qui résonnent encore à travers chaque succès, chaque étape franchie, chaque accomplissement depuis ce jour-là. Les investisseurs ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont effacé Sarah de l'histoire de l'entreprise, fait de moi leur fondateur idéal. Jeune, brillant, solitaire. La presse a adoré. Le génie isolé qui a révolutionné l'énergie propre. Si seulement ils savaient que la véritable révolution s'était produite dans un appartement exigu, avec une femme brillante qui voyait l'avenir aussi clairement que moi. Ce choix, ce simple moment où j'ai signé mon nom, a divisé ma vie en un avant et un après. L'entreprise a prospéré, la technologie a dépassé nos rêves les plus fous, et je suis devenu le succès qu'ils attendaient. Mais le succès a un goût bien différent quand on le boit seul. On dit que le temps guérit toutes les blessures. C'est faux. Certains choix ne guérissent jamais. Ils deviennent simplement une partie de nous, comme une cicatrice sur une plaie profonde. Et parfois, tard dans la nuit, assis dans mon bureau, je me surprends encore à dessiner des schémas de circuits dans la mousse de mon café, me demandant si elle fait la même chose. Le succès a cette étrange capacité à remplir votre agenda tout en vidant votre âme. Les années après le départ de Sarah sont passées dans un tourbillon de réunions de conseils, de lancements de produits et de couvertures de Forbes. Chaque étape franchie ressemblait à une victoire creuse. Chaque succès hanté par le fantôme de rêves partagés. L'entreprise a connu une croissance exponentielle, mais moi, j'avais l'impression de rétrécir. Bien sûr, j'ai cherché Sarah. Pas ouvertement. Les investisseurs auraient fait une crise, mais d'une manière discrète, presque désespérée. Je parcourais les listes de participants aux conférences, les revues d'ingénierie, les dépôts de brevets. Parfois, je croyais voir son influence dans des technologies concurrentes. Il y avait une certaine élégance dans certains designs qui me rappelaient sa façon de penser. Mais Sarah elle-même avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le public voyait une autre histoire. Il voyait le jeune PDG travaillant 18 heures par jour, dormant dans son bureau, enchaînant innovation après innovation. Dévoué, disait-il, ambitieux, concentré. Personne ne reconnaissait la vérité. Un homme fuyant son propre reflet. Chaque fois que je résolvais un problème technique, j'entendais sa voix dans ma tête, me signalant les angles que j'avais manqués. Les solutions étaient bonnes, mais elles auraient pu être brillantes si nous les avions trouvées ensemble. J'ai bâti l'entreprise exactement comme les investisseurs le voulaient. Les solutions énergétiques propres se sont développées sur les marchés émergents. Le cours de nos actions a explosé. Nous changions le monde comme nous en avions rêvé, sauf que le nous était devenu je, et que le rêve s'était transformé en quelque chose de plus froid, plus corporatif. La technologie fonctionnait, mais elle manquait de cette touche humaine que Sarah défendait toujours. La technologie devrait être un ami, disait-elle, pas un maître. La solitude ne venait pas du fait d'être seul. J'étais constamment entouré de monde. Elle était dans le silence entre le bruit. Dans ces moments où quelqu'un louait ma vision originale et où je ne pouvais pas leur dire que les parties les plus brillantes venaient de conversations tard dans la nuit avec une femme qui n'existait plus que dans ma mémoire. Le pire, j'avais accompli tout ce dont nous avions rêvé, mais je ne pouvais pas le partager avec la seule personne qui y avait cru en premier. J'ai essayé de sortir avec d'autres, bien sûr. La presse s'est régalée de mon statut de célibataire convoité. Mais chaque relation semblait fade en comparaison. Comment expliquer à quelqu'un qu'on est toujours amoureux d'un fantôme? Que chaque succès dans votre vie repose sur l'échec le plus déchirant? Les années ont passé et j'ai développé des rituels. Chaque matin, je préparais mon café comme elle le faisait à l'université. À chaque lancement de produit, je laissais un billet à son nom à l'entrée. À chaque brevet déposé, je glissais ses initiales quelque part dans la documentation. Un hommage secret que seul moi comprendrais. De petits gestes dérisoires qui ne changeaient à rien, mais qui me donnaient l'illusion de tenir ma promesse. Fais en sorte que ça en vaille la peine. Le succès de l'entreprise est devenu ma prison et ma pénitence. J'y ai tout investi, chaque heure éveillée, chaque once de créativité, chaque parcelle de passion qui me restait. Parce que tant que nous aidions les gens, tant que nous changions le monde, je pouvais presque me convaincre que le prix en valait la peine.
presque. Mais ensuite, juste au moment où je m'étais résigné à cette demi-vie de succès sans satisfaction, quelque chose s'est produit qui allait bouleverser mon monde soigneusement construit. Et tout a commencé par une demande de brevet qui est arrivée sur mon bureau, portant une touche d'innovation élégante que je reconnaîtrais entre mille. C'était un mardi ordinaire lorsque mon univers a de nouveau basculé. Une demande de brevet pour un système de refroidissement révolutionnaire, non pas d'une grande entreprise, mais d'une petite start-up à Seattle. La plupart des PDG n'examineraient pas personnellement un tel document, mais je n'avais jamais cessé de chercher des traces d'elles. Et elles étaient là, ces empreintes sur toute la conception, cette manière unique de résoudre les problèmes, de rendre l'évident encore plus limpide. Je savais avant même de voir le nom. Sarah Chen, fondatrice et PDG. Alors que je bâtissais mon empire sous les projecteurs, elle avait discrètement construit sa propre révolution dans l'ombre. Pas de communiqué de presse tapageur, pas de cirque médiatique, juste une pure innovation dédiée à apporter une technologie durable aux communautés qui en avaient le plus besoin. Elle avait pris notre rêve initial et l'avait abordé sous un angle complètement différent. Pendant que mon entreprise courait après l'efficacité à grande échelle, elle poursuivait l'accessibilité à l'échelle humaine. Je me souviens être resté debout dans mon bureau, les mains tremblantes, en cherchant tout ce que je pouvais sur son entreprise. 15 ans d'incertitude, et elle était là, sur une simple photographie sur le site web de son entreprise. Plus âgée comme moi, mais avec toujours cette même flamme dans le regard, cette détermination à réparer ce que les autres jugeaient déjà acceptable. Elle avait fait exactement ce qu'elle m'avait demandé. Elle avait rendu cela digne. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Pendant toutes ces années, j'avais porté le poids de croire que j'avais sacrifié ses rêves pour les miens. Mais elle n'avait ni besoin de mon succès, ni de ma culpabilité. Elle avait tracé son propre chemin, bâti quelque chose de remarquable à ses propres conditions. Pendant que j'étais piégé dans une cage dorée dictée par les investisseurs et l'opinion publique, elle était vraiment libre d'innover, de créer, d'aider les gens de manière que j'étais devenu trop corporatif pour envisager. La semaine suivante, je me suis retrouvé à Seattle, debout sous la pluie devant un modeste immeuble de bureau. Pas de gratte-ciel étincelant, pas d'armée de réceptionnistes, juste une simple plaque indiquant «Chaîne Innovation» et une porte derrière laquelle se trouvait mon passé et peut-être mon avenir. J'avais imaginé cette rencontre un nombre incalculable de fois, mais rien ne m'avait préparé à l'instant où elle a ouvert cette porte. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour me retrouver, a-t-elle dit, en me tendant un café dans une tasse ébréchée qui m'a fait sourire à travers mes larmes. Nous avons parlé pendant des heures, comblant 15 ans de vide. Pas de colère, pas de reproches, juste deux personnes qui avaient pris des chemins différents pour arriver au même point. Elle m'a montré ce qu'elle avait construit. Des solutions innovantes pour les communautés rurales, les zones sinistrées, des endroits que les grandes entreprises ignoraient. Tout ce dont nous avions un jour rêvé, mais réalisé avec une humanité que j'avais perdue en route. La vérité, elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle n'avait pas passé ses années dans l'attente ou l'amertume. Elle avait pris notre vision commune et l'avait transformée en quelque chose de profondément personnel. Pendant que je devenais milliardaire, elle changeait des vies, une communauté à la fois. Son succès ne se mesurait pas en prix d'action ou en capitalisation boursière, mais en nombre de vies améliorées, en communautés transformées. Ce jour-là a tout changé, non pas parce que nous avons ravivé ce que nous avions perdu, mais parce que j'ai enfin compris ce que signifiait vraiment réussir. Dans sa petite mais puissante entreprise, j'ai vu tout ce que nous avions rêvé autrefois. Et à cet instant, j'ai réalisé que parfois, les plus grandes révélations ne concernent pas ce que l'on découvre, mais ce que l'on apprend sur soi-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce qui est arrivé ensuite nous a forcés, elle et moi, à tout reconsidérer. Le succès, l'échec et les choix qui nous définissent. On dit que le temps change tout. Assis ici aujourd'hui, dans mon penthouse qui me semble soudainement trop grand et trop vide, je comprends que ce n'est pas le temps qui change les choses. Ce sont les choix. Après avoir retrouvé Sarah et découvert ce qu'elle avait accompli, j'ai fait un autre choix. Cette fois, pourtant, j'ai choisi différemment. Le mois dernier, j'ai choqué le monde des affaires en annonçant ma démission de mon poste de PDG.
Les gros titres ont qualifié cela d'inattendu, de mystérieux, voire d'inquiétant. L'action a chuté de 12 points, mais pour la première fois en 15 ans, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. Sarah et moi ne ravivons pas notre ancienne histoire d'amour. Certaines histoires n'ont pas droit à cette fin-là. À la place, nous construisons quelque chose de bien plus significatif. Un partenariat qui combine les ressources de mon entreprise avec sa vision humanitaire. Nous avons lancé une coentreprise alliant l'échelle de mon entreprise à l'approche humaine de la sienne. Ce n'est plus une question de profit, c'est une question d'impact. Sarah m'apprend à voir la technologie à travers des yeux humains, à nouveau, pendant que je l'aide à atteindre plus de communautés qu'elle n'aurait jamais pu seule. Nous ne sommes plus les jeunes idéalistes de ce café d'antan, mais peut-être sommes-nous devenus quelque chose de mieux. Deux personnes qui ont appris de leurs erreurs et qui, enfin, peuvent faire les choses correctement. Les investisseurs qui, jadis, m'avaient forcé à choisir entre l'amour et l'héritage, ils ne sont pas contents. Mais j'ai appris que le véritable héritage ne se construit pas dans les salles de conseil, il se construit dans les vies que l'on touche. Sarah l'a toujours su. Pendant que je poursuivais les milliards, elle changeait des vies. Aujourd'hui, ensemble mais séparés, nous réalisons enfin notre rêve. Faire de la technologie un outil au service de l'humanité, et non l'inverse. On dit que chaque milliardaire a un secret qu'il a façonné. Le mien n'était ni une stratégie d'investissement cachée, ni un plan d'affaires brillant. C'était une histoire d'amour qui est devenue une leçon de vie, un choix qui m'a enseigné la véritable signification de la richesse. En fin de compte, la plus grande richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous laissez derrière vous.